Salam alaikum, Azul, bonsoir. Content de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. C'est toujours utile, croyez-moi, quand on est journaliste, politicien, sociologue, élu et tous les autres métiers qui nous impliquent dans l'observation ou l'intervention dans ce qui touche à la société, à ses mécanismes, à ses problèmes, voire même à ses crises, de pouvoir de temps en temps lever la tête du guidon, prendre du recul, de la hauteur, pourquoi pas, retrouver ses capacités à la distanciation, pour pouvoir mieux comprendre, mieux saisir, voir les choses comme elles sont vraiment, et non pas les subir soi-même, s'y laisser entraîner, avaler tout entier. C'est cela que j'ai ressenti ces derniers jours, en effet, depuis ma tour d'ivoire improvisée. J'ai pu enfin entreapercevoir seulement ce qui se passait vraiment dans notre pays, sans me laisser à chaque fois conditionner par ces mugissements de la fureur, ces vociférations des irréductibles passions, les orchestrations savantes de ce mensonge institutionnel qui n'a plus de butée. Et je vous l'avoue d'emblée, quitte à confirmer cette réputation qui me colle désormais à la peau, d'alarmiste et de Cassandre, que ce que j'ai pu voir enfin, très nettement, est très alarmant. Très alarmant. Au point où il n'est pas normal, mais pas normal du tout, que des voix ne puissent pas s'élever avec la plus grande force pour alerter, pour appeler à un sursaut de salut public avant qu'il ne soit trop tard. Notre pays est au plus mal. Et il n'est encore que dans l'œil du cyclone. Il n'a pas encore été happé, à Dieu ne plaise, par les vents furieux qui soufflent alentour et qui menacent de l'emporter corps et biens. Dans la tourmente de l'histoire. Oui, mes chers amis, pardonnez-moi de troubler votre douce quiétude, ce farniente interminable, de déranger cette sieste nationale et conviviale dont on ne sait plus si c'est celle d'une société apaisée et sereine ou celle d'une autre totalement anesthésiée, dans l'incapacité de ressentir le moindre danger, dont le genou ne réagit plus au marteau du psychanalyste et qui se complaît avec béatitude et la bouche ouverte dans la contemplation du plafond qui ne va pas tarder à s'effondrer sur sa tête et la dalle de béton avec. Pardonnez-moi. Oui, nous avons tous besoin de prendre du recul, de nous mettre en alerte, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive et surtout d'appréhender la catastrophe qui nous guette si nous ne nous secouons pas, si le sursaut salvateur n'advient pas avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissons ensemble, réfléchissons un peu, tous autant que nous sommes. N'importe quel citoyen, moyennement doué de raison et de dignité, ferait tout ce qui est en ses moyens, et même plus si quelqu'un d'autre venait menacer de démolir sa maison ou de maltraiter sa famille. C'est là la plus légitime et la plus normale des réactions. Et plus que ça, le même citoyen, sur un plan civique et légal, est tenu par la loi et par tous les principes humains de défendre non seulement
sa propre maison, sa propre famille, mais aussi n'importe quel être humain dont la vie ou l'intégrité physique serait menacée. On appelle ça non-assistance à personne en danger. La logique, celle de toutes les sociétés civilisées, partout où règne le droit, la morale, le sens de la justice, voudrait que si une entité quelconque, un despotisme local, un régime prédateur ou une puissance étrangère se hasardait à démolir la maison commune, la nation, ou à maltraiter la famille de la maison commune, le peuple, les citoyens se lèvent comme un seul homme pour empêcher que des criminels et des malfaiteurs ne tuent leur nation et n'oppriment leurs compatriotes. N'est-ce pas là, mes chers amis, la moindre des réactions, la plus légitime, la plus sacrée? N'est-il pas lâche, criminel, indigne du nom d'humain de laisser des monstres détruire notre maison, maltraiter nos enfants, tuer leur avenir, ne leur laisser de perspective que de s'exiler chez les autres? Comment pouvons-nous accepter ainsi que notre nation soit livrée, pieds et poings liés, et avec notre propre connivence, à des monstres qui la vampirisent et qui n'en finissent pas de la vider de toute sa substance vive et qui l'amènent infailliblement à la mort et à la dévastation aussi sûrement que s'ils avaient lâché sur elle les 10 plaies d'Égypte et toutes les bombes atomiques du monde. Mais le pire n'est pas dans sa dévastation. Un pays dévasté par la guerre, par les cataclysmes, par les épidémies, peut se relever, se reconstruire et peut-être même devenir encore plus beau, plus fort, plus heureux. Des exemples existent de ces fabuleuses renaissances. Mais ce qui a été infligé à notre pays est autrement plus épouvantable. Parce que ce n'est pas seulement le saccage et la dévastation qui nous ont mis à terre, non. Le saccage et le pillage ne sont rien à côté de ce que nous avons vraiment subi dans notre âme, dans notre être collectif. Une éradication de fond en comble de toutes nos valeurs, de toutes nos valeurs, de tout notre patrimoine transgénérationnel, du civisme, du vivre ensemble, de l'amour et de la solidarité qui existaient entre nous. C'est cela, le véritable mal qui nous a été inoculé et qui mine nos fondements. Nous sommes désormais une société rongée par la haine, qui a perdu tous ses repères, où l'hypocrisie est érigée en dogme et en rituel stérile, où le nationalisme est devenu un mot qui ne veut plus rien dire, où tous les mots qui peuplent nos discours et même nos plus belles revendications sont devenus des mots creux, vides de sens. Notre société ne tient plus qu'à un seul fil, celui des ressources hydrocarbures et de la gestion rentière qui en découle. Nous sommes devenus structurellement incapables de créer de la richesse, d'organiser notre société selon les règles les plus élémentaires, selon les règles les plus élémentaires des sociétés modernes. Et même si demain, par on ne sait quel miracle,
ce régime viendrait de lui-même, nous restituer les clés du pays, sans aucune condition. Il nous faudrait des décennies d'efforts et d'abnégation, une solidarité sans faille, des gouvernants irréprochables, juste pour tout remettre à zéro. Juste pour redevenir des êtres humains moyennement normaux, capables de travailler, capables de s'indigner, capables de s'unir, capables de défendre leur honneur, capables de ne pas tomber dans les pièges grossiers que leur tendent leurs maîtres autoproclamés, pour les diviser et détourner leur attention de l'essentiel, de la survie même de leur nation, de l'avenir de leurs enfants, dont ils ne savent même plus qu'il est peut-être gravement et peut-être même irréversiblement compromis. Algérie, une situation inquiétante. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cette reprise d'avoir ici avec moi deux invités, deux seulement. Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci Si Jamal de m'inviter de nouveau et bonne rentrée. Merci beaucoup. Idir Ounoran, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Ravi de votre retour parmi nous, on va dire. Je salue mon ami Idir. Pareillement, c'est Brahim. Merci beaucoup. Alors, mes chers amis, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est le cas de nombreux Algériens, de plus en plus nombreux, j'allais dire, de s'inquiéter très sérieusement sur la situation en Algérie. D'habitude, nous passons notre temps à réagir aux événements, à l'événementiel, à ce qui se passe, au factuel. Mais en fait, c'est un peu comme si on était dedans, quoi. On est malaxé avec les... Et on n'a pas de recul, on n'a pas de distanciation, alors que la situation me semble, et semble à de plus en plus de gens, nous en parlions tout à l'heure entre nous, Brahim Younsi, sur la situation d'abord, si nous pouvions faire un état des lieux général, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Où en sommes-nous?
c'est très difficile, mais je vais commencer par ce mot de Paul Valéry. En tout cas, je croyais qu'il y avait une impuissance de construire ou à construire. Or, je constate qu'il y a, tout au long de ces années, la destruction ou une destruction de l'être algérien, de l'homme. Et on a fait de l'Algérien un non-être qui se cherche, qui est devenu une espèce d'objet, pas même un sujet, d'objet entre les mains d'un pouvoir qui a fait, lui, montrer une volonté de puissance sur les hommes, sur le peuple, alors qu'il a été impuissant à construire un projet viable pour l'Algérie. Et j'ai l'impression que des décennies après, il pense, il croit que l'Algérie qu'il a faite, qu'il a construite, est devenue tellement vétuste qu'il veut absolument la faire disparaître. Homme et bien. Est-ce qu'il ne le ferait pas plutôt par incompétence, par irresponsabilité? Vous semblez lui prêter une certaine capacité à faire le mal, alors qu'en fait même qui a dit Ibrahim Younsi, le bien qu'il fait, il le fait mal, mais le mal qu'il fait, il le fait bien. Oui. Finalement, absolument. Ils ne font bien que le mal. Ce ne sont pas des gens qui sont capables. Je viens de dire qu'il fait montre d'une impuissance à construire. Y compris ses propres projets. Ben oui, justement, il n'y a que son projet. Oui. Le projet qu'il a, pas même proposé, qu'il a imposé. Oui. Et c'est là où le mal dont vous parlez a commencé. C'est parce que le projet, il l'impose, il a imposé un projet dont beaucoup d'entre nous savaient qu'il n'était pas viable, qu'il n'était pas un projet importé. Un projet, on a parlé du sujet algérien, on a parlé de l'âme algérienne, de l'être algérien, des valeurs algériennes. Qui n'existent plus. Hélas. Qui ont été éradiquées. Et cela, elles ont été éradiquées. Et ça, en même temps qu'on tue les valeurs, on tue l'homme. Oui. Parce que l'homme porte ses valeurs. Mais pourquoi ce régime, je vais me permettre de donner un exemple vivant. Pourquoi ce régime, quand il fait le mal, quand il fait ce qui n'est pas normal, quand il fait ce qui est mensonge, par exemple pour la construction de ces institutions de façade, le Parlement, le président. Par exemple, le président. Tout le monde sait que le président de la République algérienne est désigné par les généraux. Tout le monde le sait. Pourquoi, quand ils ont dû choisir un président, pourquoi ont-ils choisi le plus mauvais? Par exemple, pourquoi ce ne sont pas les hommes au sein du régime, dans le sérail, qui gravitent autour de lui? Il y a de véritables génies, des gens qui sont capables de faire un temps. Oui, moi je lance la question, mais allez-y. En plus, ce que vous dites est assez intéressant, parce que ce régime-là n'a pu produire que ce genre de personnes. C'est ça le souci, ce que disait Ibrahim, la destruction des valeurs. En fait, il faut revenir au mouvement national aussi, parce qu'il faut exorciser tout ça. Je ne parlerai pas du CNRA de 57, rassure-toi, mais de 62. C'était une course au pouvoir effrénée. Il y a eu l'exploitation des termes propres à l'unité nationale. On se rend compte après que ça a entraîné pas mal de régressions à tous les niveaux. Ensuite, il y a eu le sursaut révolutionnaire, on passe vite. Il y a eu des politiques qui ont été menées, une politique culturelle qui nous a mené à l'échec, une politique industrielle par feu Belaïd Abdeslam. Est-ce qu'on en a fait le bilan ou pas? C'est très bien de me dire Sonacom marché, Sonipec marché, c'était des fleurons. Alors, à partir du moment où c'était des fleurons dans un système économique relativement planifié, pourquoi ont-elles périclité? Pourquoi, à un certain moment, quand il y a eu d'autres gouvernants, n'ont-ils pas eu l'idée
de faire des partenariats ou de jeter des partenariats. Je pense qu'ils l'ont fait avec Adidas pour les Stan Smith. Mais on aurait pu le faire partout, les costumes Sonitex, etc. On n'a pas la culture du bilan. Ibrahim l'a dit, on a attaqué aussi les valeurs. Les valeurs. Moi, je le dis à mon humble avis, à mon humble niveau, il faut que cessent toutes les démagogies, M. Benchenouf. La démagogie religieuse, toutes les démagogies. Il n'y a de place de l'islam en Algérie que celui de nos aïeux. Ça perturbe, parce que c'est instrumentalisé. Et même par ailleurs, je ne dis pas ça parce que moi je suis pour la sécularisation, pour que les choses soient claires. C'est toutes ces valeurs-là qu'on doit reprendre en main. On doit reconstruire le pays, on doit refonder la nation autour de valeurs, dont la citoyenneté, et nous partageons ce point de vue avec Ibrahim. C'est toutes ces questions. Je ne sais pas si tout à l'heure on va aborder la liberté, on en a parlé. Je préfère que vous introduisiez vous-même la notion de liberté pour que nous puissions en débattre avec Ibrahim, et je te redonne la parole, pardon. Oui. Voilà. Je l'ai dit parce que nous étions là tous les deux lundi dernier. Et je poursuis un peu l'idée introduite par Idir, à savoir que nous sommes victimes de ce que nous avons produit. Je cite Georges Bataille. Nous sommes victimes de ce que nous avons produit nous-mêmes. Des monstres. Nous sommes victimes... Nous avons produit un système monstrueux. Oui, nous sommes victimes de cela. Nous sommes aussi victimes de ce que nous sommes en train de produire. Nous continuons à produire, comme vous dites, des monstres. Sinon, il n'y aurait pas eu de décennie rouge, noire, appelons-la comme on veut, où tous les assassinats que notre pays a connus, tous les crimes que notre pays a connus. Parce que nous avons produit certainement la haine. Il faut à tout prix l'extirper. Eh oui, certainement la division. J'aimerais que nous le temps est arrivé de l'extirper. Parce que nous allons aller vers des situations, non pas comme je le dis souvent, de rupture au consentement à l'autorité par les jeunes et par les moins jeunes par rapport au pouvoir, mais vu l'instrumentalisation, vu le traitement médiatique, politique, à des fins précises par le système sur l'assassinat du jeune Besmaïl qui est odieux, abject, immonde, on est tous d'accord là-dessus, cette instrumentalisation fait perdre la notion d'individu et de citoyen. Qu'il y ait eu des Kabyles qui ont participé à l'assassinat, dans le phénomène de foule, c'est acté. Mais que par ce phénomène de foule circonscrit, les officines ont fait passer le message que tous les Kabyles étaient des assassins. Imaginez-vous dans les régions arabophones qui ne connaissent pas, ils prennent ça pour argent comptant. Et c'est pour ça que notre rôle à nous, je ne sais pas si on a un rôle à jouer là-dedans, c'est de dégoupiller cette bombe. Mais justement, j'aimerais que vers des conflits intercommunautaires. Hein. La haine... Et c'est de l'irresponsabilité du pouvoir. Hein. Oui, il faut la noter. Mais le et la dénoncer à la fois. Ne sait pas ce qu'il est en train de produire lui-même, comme l'a dit si bien Brahim Younsi, il est en train de produire un système monstrueux qui va finir par le digérer lui-même. Mais le comble est que ces derniers temps, alors qu'on s'attendait, d'ailleurs nous allons faire un petit point sur le Hirak si vous le permettez, alors qu'on s'attendait que ce Hirak fraternel qui a fait se retrouver les Algériens pendant des mois et des mois, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la vision d'un avenir meilleur, dans l'espérance. Tout à fait. Eh bien aujourd'hui, ce Hirak, on n'en entend plus parler, mais à la place... il y a un discours de haine qui s'installe. Il y a un bourgeonnement de haine qui s'est installé un peu partout. C'est tout le monde contre tout le monde, mais avec une vindicte, une véhémence incroyable. Moi, j'ai été dans les réseaux sociaux, j'ai fermé mon compte il y a 2 jours, je ne veux plus l'ouvrir. C'est d'une haine crasse, c'est incroyable. Comment vous expliquez pourquoi est-ce que les gens, au lieu de se rassembler, de s'unir contre un même despote, qui est en train de mener leur pays à la ruine, pourquoi se détestent-ils autant? Pourquoi ont-ils autant d'énergie et déploient-ils autant d'énergie à s'insulter, à se maudire, à se vouer aux gémonies? Parce que, me semble-t-il, des sociologues le diraient mieux que moi. Je crois qu'il y a une rupture de tous les liens. Tous les liens qui
qui nous unissaient, qui nous rassemblaient, sont rompus. On peut même aller jusqu'à Brahim, certaines ruptures de liens familiaux, ce qui Ah est oui, encore oui, plus grave. absolument. Non, il faut l'inclure parce que c'est dans, c'est dans l'enveloppe globale. Tous les liens. Oh, ouais, tout à fait. Tous les liens. Alors, parce que le pouvoir, qui avait seulement un projet économique, or ce projet économique a totalement échoué. En même temps que le projet économique a échoué, donc il n'y a plus de projet social, et tous les liens se sont rompus. Parce qu'on pensait faire comme la France, il faut le dire, c'est le projet, c'est l'économie qui a renforcé les liens nationaux en France. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc le projet économique ayant échoué, totalement échoué, toute cette économie accélérée qui était la nôtre est aujourd'hui réduite en ruine, en charpie. Oui. La population s'est retournée vers ces démons. Chacun rend l'autre responsable parce qu'il a profité de ceci. On le voit aujourd'hui. Les règlements de compte, parce que tous les liens... On catégorise en oui, plus, on segmente la société, on l'ethnicise. Absolument. Oui. Ils sont dans son attraque, BTS. Mais ça revient. Pardon, termine après. Non, mais c'est exactement cela. Souvenez-vous, nous l'avons vécu, même quand nous étions les uns et les autres en Algérie, que moi j'ai quitté il y a très longtemps. Effectivement, on parlait du BTS. Absolument, à certains moments, c'était les BTS. Et les plus intelligents disaient... disait à l'époque il faudrait une alliance Ouest-Kabylie pour pouvoir renverser le BTS. À quoi ça se résume? Au lieu de construire une nation, au lieu de faire peuple. Ben justement, est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui de nation, surtout de citoyenneté, de vivre ensemble? Est-ce que nous pouvons parler de l'âme algérienne, vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez appelé le Hirak. Moi, je continue à croire dans cette révolution. Je continue à croire parce qu'il y a une majorité qui se tait, qui est dans le silence. Et c'est cette majorité qui attend son heure, qui attend. J'en suis persuadé. Mais faudrait-il encore qu'on lui indique le chemin? Oui, mais pour revenir... C'est très important. Absolument. Mais est-ce que ce n'est pas un peu prendre les gens pour des mineurs éternels qui attendent qu'on leur montre... Non, je crois qu'ils se sont pris en charge. Structurer, non pas le Hirak, structurer les différentes pensées politiques. Vous parlez de nation, de citoyenneté et de nation. Oui. Mais évidemment que la nation doit être refondée. Bien évidemment qu'elle doit être refondée. Et qu'on mette de côté tout ce qui nous divise dans le préambule de la Constitution. Il faut que ce soit des citoyens, que nous nous reconnaissions algériens. Moi, souvent, j'ai appelé sur le plateau à une reconnaissance mutuelle dans l'apaisement. Ce n'est pas dans etc. C'est ce genre de débat. Il faut pas l'inscrire dans ce cadre-là. Le primat du droit doit primer. Parce que le droit, c'est le seul bien commun qu'on doit chérir. Parce que c'est grâce au droit qu'on structure à la fois, on en parlera tout à l'heure, on structure le champ politique, les règles. On structure le champ social, le champ sociétal. Et une fois que nous... Mais c'est une histoire de génération pour la citoyenneté et pour les droits de l'homme qu'on doit enseigner à nos enfants. On peut les apprendre à cultiver la différence dans le respect, à bannir le racisme, des valeurs comme ça qui sont universelles. À partir de ce moment-là, une fois qu'on aura structuré le champ politique, le champ sociétal, le champ social, on rentrerait dans la citoyenneté. Moi, je dirais que les 3/4 du travail ont été faits. Mais c'est un problème de génération. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, ou Brahim. C'est une histoire de génération. Oui. Mais tant que le droit ne sera pas remis, je ne parle même pas de l'indépendance de la justice et l'indépendance des médias et de la liberté d'expression. Et c'est tout ça qui risque. On doit tout revoir. Sans ça, honnêtement, on va perdre du temps. Pour le Hirak, moi je... On va arriver au Hirak, c'est un point... C'est juste pour dire quelque chose que Brahim a dit il y a plus d'1 an. Ouais. C'est vrai que le chant, l'expression, les réunions en Algérie relèvent de l'impossible. Avec l'article 87 bis qui criminalise toute opinion qui serait contraire à la vulgate du pouvoir, etc., etc. Je peux le comprendre. Brahim a dit une phrase qui est
peut-être pas passé inaperçu, mais pas assez vulgarisé, c'est qu'il a dit pendant cette différence-là par rapport au Covid, il faut essayer de penser dans cette discontinuité quelque chose. Et c'est le sens de votre question. Oui. Je te laisse répondre et puis je reprends. Absolument. Je crois qu'effectivement que c'est un gros chantier, tout cela. C'est un gros chantier. Parce que nous parlons de liberté, nous parlons de citoyenneté, nous parlons de démocratie, nous parlons de nation. De nation. Est-ce que la nation n'a pas été avortée par les coups d'État successifs, par la prise du pouvoir par ce régime qui est... Par la force. Par la force. Oui. Est-ce que la nation est en gestation encore, qu'elle est appelée à naître, ou qu'elle est déjà née, mais qu'elle a été détournée ou étouffée Je crois que la question de la nation, même s'il y a, peut-être le mot n'est pas bon, mais je vais l'utiliser quand même s'il y a des irrédentismes, je crois que la nation algérienne est formée depuis le temps. Je ne crois pas qu'il y ait une volonté de rupture de la nation. Pourtant, il y a aujourd'hui le MAC, par exemple, même s'il reste très relatif. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'en Algérie, il y aurait un mouvement séparatiste. C'est la raison pour laquelle... le MAC... Il y a eu un mouvement séparatiste du Sud, avec un mouvement armé. Hein, oui, mais c'était... Ça concernait moins les Algériens. Oui. Ça concernait beaucoup moins les Algériens. Que les autres pays limitrophes. Oui. Ce que je veux dire, c'est que le gros chantier, c'est que nous ayons une conception, une vision commune de tout cela. Évidemment. De la liberté, de la démocratie, de la République, de la nation, etc. Du citoyen. Des institutions, de la démocratie, de comment Parce faire. que la nation, nous l'avons montré, qu'il y avait, par la lutte de libération nationale, qu'il y avait une volonté de vivre ensemble, dans le sens de Renan, dans le sens de Fustave de Coulanges. Ce n'est pas cette nation organique. Et si nous tombons dans la nation organique... Tout à fait. Et souvenez-vous... On est tombé dans la nation organique, hélas. Faut le dire. Et souvenez-vous de... Pourquoi on serait tombé dans la nation organique? Parce que tout a été idéologisé, alors que la nation, c'est... Voilà. Mais moi, je crois... Moi, je crois que la nation algérienne est née réellement depuis la résistance à l'occupant français. Même si l'Algérie a existé sous d'autres frontières avant, les Rostemides, mais dans son sens actuel, moderne, la nation s'est concrétisée. Les populations n'avaient rien à voir les unes avec les autres, c'était très différentes. Elles sont amalgamées parce qu'elles vivaient sous la férule du même oppresseur. Un pays qu'elles ont libéré ensemble et sont devenues une nation. Pour moi, juste Brahim, pour moi, le mythe fondateur de la nation, c'est pas simplement, moi c'est le 1er novembre. Oui. Mais avec le mouvement national et toutes les résistances de Cheikh Louama, depuis 1830. Bien qu'elles soient différentes, les uns ont défendu un territoire, les autres ont défendu la tribu, les autres, etc. Tout ça, ça peut être ramassé. Et puis on doit arriver à lire notre histoire de manière apaisée. Mais il faut éviter tout simplement... Il ne faut plus qu'il y ait de tabou d'abord. Non, d'abord il ne faut pas qu'il y ait de tabou, que ce soit fait par des historiens, parce que vous savez, dans l'histoire, il y a par un débat public. Il y a l'historiographie, il y a le témoignage historique, il y a le récit historique. Comment donner corps à tout ça, sans romance, sans tout ça? Mais il y a des personnages qu'il faut absolument romancer, parce que leur œuvre est extraordinaire, je veux dire. Donc ces différentes tribus ont d'abord défendu leur territoire. L'émir Abdelkader a essayé d'aller un peu plus loin, je ne reviens pas sur la polémique, ce n'est pas l'objet, et ce n'est pas l'objet de cette émission. Et donc, la nation elle a commencé à être fertilisée. Quelques mouvements comme ça ont été un peu féconds. Mais pour moi, c'est la déclaration de novembre, avec évidemment le début du XXe siècle, c'est-à-dire les années 20. On remonte les antagonismes, les différentes frictions. Où la démocratie, en plus, vivait à ce moment-là. La démocratie vivait. La démocratie avant le 1er novembre, bien entendu, parce que là, le combat, etc. Elle vivait, puis elle se parlait. Elle se parlait. Bon, moi, je ne suis pas ulama et très loin d'être ulama. Je ne partage pas leur discours pour d'infinies raisons. Et tu as tort. Non, j'ai peut-être tort, mais bon, c'est ma conviction. Je te comprends tout à fait.
Mais les ulama parlaient avec Farhat Abbas, qui était un libéral par l'esprit, je veux dire. Pas seulement il parlait avec lui, il faisait alliance avec lui. Il faisait alliance à Les certains moments. ulémas ont fait alliance avec le Parti communiste. Tout à fait. Ils excluaient le PPA, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On parlait de laïcité, on parlait des Mais seuls les ulémas demandaient l'application de la loi de 1905. Tout à fait. Il faut le dire. Mais c'est aussi, faut le dire, c'est aussi vraiment d'une comment dire, ça relève du sens tactique. Ça peut. Non, c'est sûr. Et il y aurait eu quand même, j'allais dire, une histoire, une accumulation historique de ce point de vue-là. Or, la France a empêché cette accumulation. Mais si on ne jugeait que sur les écrits, tu as raison. Mais parce que cela n'a pas été fait, hélas. Donc, on ne peut pas juger la réalité des choses. Mais ce que je voulais dire sur la nation organique, c'est que Fichte en particulier, dans son discours à la nation allemande, où il dit la chose suivante, je parle pour ne pas me tromper, je parle pour des Allemands, rien que pour des Allemands, et je parle d'Allemands, rien que des Allemands. Et ce discours à la nation allemande, qui a été fait au début du XIXe siècle, 1807-1808 par là, et ça se termine où? Ça se termine au milieu du XXe siècle, avec le nazisme, avec Hitler. Oui. Ça a été une des matrices, pas la seule. Non, pas la seule. Il y en a d'autres, bien entendu. Hein? Il y a Herder, il y a... Bon, absolument. Mais est-ce que cette nation organique, s'il n'y a pas un vouloir vivre ensemble, on va arriver aux exterminations que d'autres nations, entre guillemets, on connaît d'autres peuples. Nous allons arriver à ce point justement, mais avant, j'aimerais que nous revenions un peu au Hirak, avec du recul, avec de la distanciation aujourd'hui. Qu'est-ce qui a cloché? Est-ce que c'est seulement la Covid ou le Covid qui ont mis fin au Hirak et qui l'ont peu à peu refroidi? Ou est-ce qu'il y a eu des erreurs de parcours? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu penser à s'organiser, à se structurer pour pouvoir faire front face à un régime qui, lui, a su faire front? À votre avis, le Hirak, aujourd'hui, avec du recul? Non, je crois que, personnellement, je vais l'essayer dire, je crois que la pandémie a joué un rôle néfaste, indéniablement. A joué un rôle néfaste. Une aubaine pour le régime. Oui, évidemment. C'est lui qui en a profité. Mais la reprise a été monstrueuse. Monstrueuse, ouais, c'est ça le problème. La reprise, ça veut dire que, bon, voilà, quoi. Il y a de la ressource derrière. Hein. Voilà. Il y a encore de la ressource, voilà. Et il n'y a pas eu un travail, et ça c'était le rôle, à mon avis, des intellectuels, des analystes, qui n'ont pas fait leur travail. Ni les intellectuels, ni la pseudo-opposition. Oui, mais c'est surtout des intellectuels, et les partis, en principe, devraient avoir des gens qui pensent. Des gens qui transforment l'action en idée. Quand on parle, tous les slogans, si nous reprenons tous les slogans, il fallait les transformer en idées et en concepts. Cela n'a pas été fait. Ceux qui ont essayé de le faire n'ont pas été entendus. Je suis désolé, n'ont pas été entendus. Parce que tout le monde... Ils ont même été stigmatisés. Tout le monde était dans l'action. Tout le monde était dans l'action. Or, quand on est dans l'action comme cela, on perd le sens de la réflexion. Les gens ne réfléchissaient pas beaucoup. Sortaient de très beaux et des slogans qui avaient du sens. Qui faisaient écho à tout le monde, sans exception. C'est entièrement partagé. C'était la première fois où la société algérienne a désigné du doigt de façon claire la junte militaire. Depuis 1962, ça n'est jamais arrivé. C'était la première fois où les Algériens de toutes les régions se sont retrouvés dans la rue, avec des revendications politiques, avec des slogans très, très politisés. Le problème est que on a l'impression que c'était comme une sorte de thérapie collective. C'était un peu comme si les Algériens, après 50 ans, presque 60 ans de psychose, de profond trauma, se sont enfin retrouvés. Ils ont découvert qu'ils étaient un peuple
ils sont exprimés en tant que Une tels. nation, une mais nation, une nation, mais ce n'est pas aller plus loin. Alors que tout le monde attendait à ce que ce Hirak débouche sur quelque chose d'autre que arrêter le 5e mandat, mettre des ministres en prison, des généraux, changer le discours. Mais les Algériens attendaient surtout à ce qu'on aille vers une vraie démocratie. Or, ce n'est pas le cas du tout. Est-ce que nous pouvons parler d'échec idéologique? Moi, je ne dirais pas d'échec. Pour moi, pour moi, je vais être positif, c'est un insuccès. Pour d'infinies raisons, dont celle évoquée par provisoire. Oui, un succès. Il nous parle à l'instant T. Ouais. Évidemment qu'il faudra. Moi, je l'ai dit, il faut que le Hirak passe à l'âge adulte. J'ai dit d'abord, il faut que d'autres personnages émergent. Il faut qu'on trouve les outils. Quel type d'outils? Et quelle est la méthode? Ça participe aussi à une forme d'organisation. Nous avions atteint la masse critique quand c'était des marches à 10-12 millions, très colorées, transgénérationnelles, comme vous l'avez dit. Hélas, ceux qui étaient censés peut-être pas l'incarner, mais le porter avec un certain nombre de personnes, ce Hirak-là, ça a échoué. Ça a échoué pour des problèmes d'ego, entre ceux qui étaient peut-être destinés à, non pas devenir les idéologues du mouvement, mais à porter au moins le mouvement. On a manqué, je pense, de perspicacité parce que les gens disaient, il faut les entendre aussi, ceux qui disent, si on avait été structurés, ils nous auraient cassé, comme ils ont l'habitude de faire, en disqualifiant, en instrumentalisant les partis politiques et les associations. Mais on aurait pu rétorquer qu'ils nous casseraient quand même. De toutes les manières. Organisé ou pas, structuré ou pas, ce régime n'allait pas lâcher la preuve. Tout à fait. Maintenant, le Hirak, quelle vocation? Comment peut-il se mettre en perspective? Seul, il ne pourra pas se mettre en perspective. Ce sera véritablement un outil de pression. Il faut à tout prix qu'il y ait des personnalités, des personnes, des intellectuels, des gens qui sortent des ordres, des architectes, qui sortent des avocats, une élite algérienne qui a une vision historique de son pays qui s'engage, avec quelques politiques, quand vous dites l'opposition. Monsieur Benchenouf, pour l'opposition, il y a 4-5 partis, et il y en a 2 qui ont un ancrage loco-régional. Vous aviez le PT, avec sa chef, qui ne veut pas passer la main à l'autre génération. Je ne sais pas organiquement ce que ça pèse, mais au niveau des idées, on peut suivre. Vous avez le MDS dont son chef est en prison, son premier responsable est en prison, et peut-être des partis de gauche, d'extrême gauche, qui sont un peu confidentiels. Mais l'opposition se résume à ça. Tout le reste, parce que ça a été, je ne parle pas de ces partis-là, les autres ont été une opposition factice, instrumentalisée. Et c'est là la difficulté. Est-ce qu'on va laisser... Vous pensez que le fils n'est plus là, qu'il n'est plus dans l'opposition? Moi, à partir du moment où c'est des éléments qui peuvent s'exprimer en étant islamistes, mais j'en ai pas... il y en a quelques-uns, dont le monsieur Danaba, là, qui te dit ancien militant du fils... Je n'ai pas entendu, M. Guelfa, je n'ai pas entendu dire le fils va faire ceci, va faire cela. Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Peut-être qu'ils je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Une attitude de neutralité comme ça, oui, pour tout ne à pas fait. faire peur aux gens. Oui, le seul discours islamiste, au-delà de ceux qui sont un peu domestiqués par le pouvoir, et ils sont domestiqués depuis très longtemps d'ailleurs, c'est le mouvement Rachad qui s'exprime. Je ne sais pas ce que dit son porte-parole. Mais curieusement, et contrairement à ce que dit le régime, il ne s'exprime pas en tant que parti islamiste. Ah oui, mais ça se reconnaît. Ils relèvent très certainement cette mouvance par rapport à certains de ses leaders, mais ils n'ont jamais dit que c'était à ma connaissance. Moi, je crois que ce qui était remarquable, je crois que ça le reste. Et là, on a produit, peut-être de façon un peu spontanée, un compromis démocratique. Un compromis dans cette révolution. Il y a eu un compromis démocratique. Lequel? C'est le fait que tous ces mouvements-là et toutes les antinomies qu'il y a entre les uns et les autres, oui. Si ces antinomies-là n'ont pas été réglées, parce qu'il faut les régler sur un tapis vert, c'est clair, mais elles ont été de façon spontanée mises sur... Oui, mais Brahim Younsi, petite précision très importante. Oui. C'est vrai ce que vous dites, sauf qu'après, le régime a rattrapé, puisqu'il a réussi à monter
une partie du Hira contre l'autre en injectant ce fameux conflit islamiste laïque. Mais il a réussi à le faire, ici à Paris notamment, avec double rupture. Mais je ne crois pas qu'à Alger, la mayonnaise est prise. Je ne le crois pas, sincèrement. Moi non plus. Je ne le crois pas du tout. Et je viens de voir le texte du PAD. Si on le lit bien, il n'y a pas du tout de clivage. Même de toute exclusive. Voilà. Mais attention, faudrait-il encore que ceux qui sont censés représenter le mouvement islamiste comprennent à quelle échelle nous nous trouvons, à quel moment de notre histoire nous nous trouvons, quel type de compromis ils doivent faire, etc. etc. N'oubliez pas une chose, c'est que dans le cadre de la éventuelle négociation, parce que je ne pense pas qu'on prendra du temps pour aller vers la transition. Je pense que le paysage politique global à nos frontières, la situation interne très agitée, la crise économique, la crise... juste je termine, Brahim. C'est que l'opposition doit se mettre dans la tête qu'au moment de discuter avec le cœur nodal du pouvoir, qu'on ne se trompe pas de cible, ou qu'on ne se trompe pas d'interlocuteur, c'est que est-ce que ce pouvoir a-t-il déjà paramétrer le projet, comment s'inscrire dedans, ce que vous disiez, vous, à un moment donné, il va avoir la main. Oui. A-t-il même un projet? Quel type de projet il veut soumettre? Alors à ce moment-là, ce serait projet contre projet, parce que la démocratie, si nous rentrons en démocratie, nous rentrons dans le cœur de la République, où tout doit être transparent. Il y a des intérêts économiques. Donc, comment négocier tout ça? C'est-à-dire, il reste des choses de l'ordre de l'infrapolitique qu'on ne peut pas exposer. Et dire, juste un point, quand vous dites les islamistes doivent se conformer à la situation... Pas se conformer. Doivent avoir en l'idée qu'ils doivent être en situation de compromis avec tout le monde. Il y va du pays et de la nation. Vous parlez seulement des islamistes. Mais les autres aussi. Vous devriez... Non, mais le fait de dire les islamistes, c'est un peu comme une sommation faite par un laïc. Pourquoi vous ne dites pas, par exemple, tout le monde doit se... Moi, je vis la laïcité de mes parents, la laïcité de mes grands-parents, c'est la sécularisation. Un exemple, même les autres régions du pays, le mariage, qui est un lien religieux, au départ, dans notre religion musulmane. Ah ben maintenant, on se marie à la mairie. C'est la sécularisation, voilà ce que ça a fait. C'est dans ce cadre-là qu'on doit mais je veux dire, pourquoi faire une sommation aux seuls islamistes au lieu de la faire à tous les courants politiques? Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas les islamistes qui représentent un danger pour moi. Pas du tout. Quand je dis un compromis, excusez-moi, il y a les islamistes, ils vont te dire, moi le pouvoir, je veux le pouvoir de Dieu, par exemple. Eh ben, il faut qu'ils se disent qu'il ne peut pas avoir de pouvoir de Dieu. Vous savez, c'est tout. C'est pas parce que je suis pour la sécularisation que je dis ça, puisque au préalable, j'ai dit tout simplement que le droit doit structurer tous les champs, afin que nous ayons, par rapport au droit, une parfaite égalité. Qu'il soit islamiste, laïque, islamiste radical, laïque radical, qu'il soit X, qu'il soit Y, il y a un cadre, le droit s'impose à nous tous, et c'est un bien commun qui va nous permettre de le vivre ensemble. Sans le droit... Mais le droit doit être élaboré par tout le monde. Ah non, mais le droit, toute la société doit participer à l'élaboration de ce cadre démocratique dans lequel viendront s'inscrire tout le monde. C'est-à-dire, à la limite, si on joue le jeu démocratique et qu'on arrivera peut-être à avoir un suffrage mixte, moi je suis pour un suffrage mixte, c'est-à-dire les associations, les corps intermédiaires, on avait évoqué avec Brahim il y a quelques mois, les corps intermédiaires, les ordres, c'est-à-dire avocats, architectes, médecins, compagnie, dégagent les associations féminines, les associations de jeunes, les associations religieuses, etc. Mais un peu élitiste, et puis on laisserait la moitié du quota au truc, ce serait civil et partisan. Et tout le monde a le droit de se présenter. Peut-être qu'à ce moment-là, mais évidemment, c'est lors de l'Assemblée constituante où le projet de la constituante viendrait régler tout ça. On a deux vecteurs. Ou on passe par la solution tunisienne, c'est l'Assemblée constituante qui va dégager le président de la République, ou on part à une élection présidentielle pour un président de transition, ou peut-être un président de plein pouvoir, mais qui doit absolument abroger la Constitution immédiatement et préparer une petite Constitution, si vous voulez, une petite Constitution qui... évidemment, garantirait toutes les libertés d'organisation, liberté de la presse, etc., mais qui ne rentrerait pas dans le cœur de cible des institutions qui seront justement étudiées par la nouvelle Assemblée constituante.
J'ai trop parlé, je pense. Non, au contraire, c'était très intéressant. Nous avons parlé tout à l'heure, nous sommes passés aux institutions, là. Nous parlions tout à l'heure de ce qui, à mes yeux, est fondamental dans une société. C'est sa spécificité d'une certaine manière. Quelle est la spécificité du peuple algérien, de la nation algérienne? Et nous avons parlé de valeurs. Quelles sont les valeurs que nous partageons? Et il y a certainement beaucoup de valeurs, que nous soyons de Kabylie ou de Tébessa ou des Aurès ou du Sud, etc. Et c'est en cela que la nation algérienne s'est formée. Mais est-ce qu'il y a des valeurs que nous ne partageons pas les uns et les autres? Non. Certainement, j'imagine. Quand on en revient à l'aspect idéologique. C'est tout ça. Le compromis, c'est que chacun cède un peu de lui-même. Cède un peu de lui-même pour faire nation, pour faire société, pour avoir une société apaisée, etc. Et ça. Heureuse. Heureuse, oui. Les deux fois où j'ai senti ce compromis, c'est en 1985, quand nous avons fait l'alliance avec le FFS. MDA, FFS. Oui. La rencontre de Londres. Oui. Avec là, moi, personnellement, parce que je l'ai négocié, je me suis retiré d'ailleurs, parce que je tenais à ce que l'islam figure dans la plateforme. Le FFS avait Messili, le FFS d'une façon générale, parce qu'il parlait du FFS, donc Hussein Mohamed, avait littéralement refusé que le mot islam figure. Bon, j'ai continué. Bon. J'ai fait des concessions, j'ai fait des renoncements qui étaient déchirantes pour moi. Déchirantes. Bon, j'ai accepté, je suis allé à Londres pour ne pas casser la dynamique de l'union et du compromis. Oui. C'est dire que on se fait, malheureusement, ça s'est brisé sur autre chose. Oui. Ailleurs, deuxième compromis fort, plus fort encore qu'en 1985, c'est le compromis de Rome. C'est-à-dire que les Algériens, quand ils se mettent autour d'une table, savent se faire des compromis. Même quand ils sont aussi vitaux, j'allais dire, oui, pour certains. Oui, oui. Aussi absolument, vitaux. Absolument. Parce qu'il y a une communauté, entre guillemets, pas dans le sens de... Attention. Oui, justement. Enfin, moi, je suis pour la personne et la communauté, mais pour la société. Pour la société. C'est quand même fondamental de se faire, effectivement, des concessions les uns et les autres. D'ailleurs, dans la conférence de presse de Londres, Hussein Ahmed avait expliqué la raison pour laquelle ce mot... Mais une anecdote. Le camarade qui avait négocié ça avec moi, je ne vais pas donner son nom, était resté, lui, à discuter avec Messili et Mouhoub Naït Maouch. Que je salue d'ailleurs. Je le salue aussi. Et puis, bien sûr, il y a eu des crises. Dans notre parti, il y avait une crise sérieuse, très sérieuse. Très sérieuse. Pourquoi? Parce que nous avions accepté cette phrase pour la reconnaissance et la promotion de la langue et de la culture berbère. Cet ami qui a continué avait porté la responsabilité de tout ça. Certains dans notre siège avaient barré la phrase. C'est dire ce qui était... Certaines crispations. Ouais. Bon, on les a levées après. Ouais. On les a levées après. Ouais. C'est dire qu'on peut se faire des compromis les uns aux autres. Ces crispations, il faut à tout prix lever toutes les ambiguïtés là-dessus. Parce que l'approche des gens du MDA, je peux la comprendre. C'est le fruit aussi de rapports politiques difficiles au cours du mouvement national. Ça part de l'étoile nord-africaine, ça parle au début du PPA, ça parle de la crise de 49, ça parle de l'assassinat des militants berbéristes. Il faut dire aussi, les gens ont tendance à l'oublier, que l'un des bastions du messalisme, Ibrahim est là, c'est en Kabylie, c'est pas ailleurs. Le souci, je pense qu'il faut avoir la hauteur de vue, la bienveillance,
les Berbères ne renonceront jamais à leur identité. Ça, il faut que les gens comprennent. Parce que le fait berbère, ce n'est pas une question qui mérite d'être posée. C'est un fait, monsieur Benchenouf. C'est un fait. Je suis là, j'existe. Je suis à Alger, à Oran, à Constantine. Je suis berbère. Le Constantinois qui est à Tizi, à Bougie, à Bouira, n'importe où, il est constantinois. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, oui. C'est le mauvais exemple parce que je situe ça sur une ville. Il est arabophone. Il est peut-être aussi berbère que vous. Voilà, tout à fait. Il est berbère constantinois. Voilà. Comme il peut être arabe ou arabophone. Oui, tout à fait. Moi, je trouve, excuse-moi, Brahim, je termine juste ça, excuse-moi. C'est-à-dire, il faut aussi que les intellectuels, si tentés, qui aient pensé la question, parce qu'en fait, la reconnaissance amazigh, il faut interroger le mouvement national. Pourquoi elle s'est retrouvée qu'au niveau du PPM-TLD? Elle ne s'est pas retrouvée au niveau du Parti communiste, bien au contraire. Elle ne s'est pas retrouvée chez les udmistes de Farhat Abbas, etc., etc. Il y a eu évidemment la volée de bois que les ulama donnaient tout le temps. Là, ça paraît évident avec c'est les chrétiens, c'est ceci, c'est cela, enfin bref. Bon, ça a participé un peu à la friction. Mais pourquoi ça ne s'est pas retrouvé chez l'UDMA et compagnie? Ce qu'il faut dire, c'est que cette question... Je vais vous dire une chose. La revendication berbère, et c'est les animateurs de 80 et même avant 80, parce que ça a commencé à l'UNEA, etc., et même Saïd Sadi était à l'époque à l'UNEA, c'est qu'ils n'ont pas revendiqué la kabylie. Parce que pour eux, il fallait revendiquer la question amazigh, qui pour eux était consubstantielle à la démocratie. C'est pour ça qu'il y a eu la Ligue des droits de l'homme. Mais il faut que les gens expliquent aux autres le pourquoi du comment. Sans ça, on va aller vers l'impasse et l'incompréhension. Voilà, je voulais dire. Très vite, Brahim, parce qu'on doit passer à autre chose. Nous avons sur beaucoup de sujets, bien entendu, et c'est normal, souvent des interprétations différentes, pour être gentil, mais nous avons des conflits d'interprétation. Oui. De gros conflits. Et de la manipulation derrière aussi. Et voilà, quand on a des conflits. Pour induire les gens à additionner. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne crois pas que la révolution soit sur la défensive. Le pouvoir... Vous, le Hirak, vous appelez la révolution. Oui, toujours. Je crois que la révolution est toujours dans les esprits. Que le pouvoir illégitime était dans la défensive. C'est lui qui était dans la défensive. Aujourd'hui... Maintenant, c'est lui qui a l'initiative. Voilà, qui est à l'offensive. Oui. Qui est à l'offensive. Parce que... Parce qu'il n'y a plus de Hirak. Non, parce qu'il y a une situation sanitaire... Oui, quelle que soit l'explication. Oui, il y a une situation sanitaire qui a fait que... Et bien sûr, les espaces qui étaient occupés... Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui les investit de nouveau. Et puis, bon, il ne va pas rester tout le temps la baïonnette... le maître du jeu. À un moment donné, il faiblira, il sera obligé. Oui. Alors, justement, nous avons avec nous, pour quelques minutes, Abdelouahab Forsaoui, membre fondateur et président du RAJ. Abdelouahab Forsaoui, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir aux invités et aux téléspectateurs. Merci. Abdelouahab, qu'est-ce qui se passe à Kharrata? On nous dit qu'il y a eu des heurts entre la population et les forces de sécurité, comme on dit. Effectivement, bon, la situation elle est un peu tendue en ces moments à Kharrata. Donc aujourd'hui, dès la matinée, donc il y a un déploiement des forces de sécurité au niveau de la placette de la Liberté à Kharrata, parce qu'il y avait déjà, c'est prévu qu'il y aura un rassemblement des citoyens pour apporter leur soutien et solidarité aux citoyens qui sont déjà convoqués par la police suite à la marche qui a eu lieu le samedi passé. Donc voilà, donc dès la matinée, il y a un déploiement important des forces de l'ordre. Ils ont procédé pour disperser des manifestants, des citoyens même, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est un mercredi. Mercredi, c'est une journée un peu spéciale à Kharrata, qui coïncide avec le marché hebdomadaire de chaque mercredi. Donc il y avait beaucoup d'interpellations. Des hirakistes, des citoyens. Et puis, avec le temps, la situation s'est évoluée malheureusement dans le mauvais sens. Il y a même quelques émeutes, des tirs avec le gaz lacrymogène.
et des citoyens aujourd'hui revendiquent à ce que les personnes arrêtées soient libérées immédiatement. Donc nous regrettons une telle situation, notamment à Kharata. Pourquoi? Parce que Kharata, depuis, ça fait 2 ans, plus de 2 ans depuis le début du Hirak, Kharata a connu des marches chaque samedi, sans qu'il y ait des dépassements. C'est des marches organisées d'une manière pacifique, sans qu'il y ait des dépassements. Donc, il n'y a pas raison à ce qu'il y aurait une intervention musculée de cette manière pour disperser un groupe de citoyens, des Algériens, qui veulent s'exprimer en toute liberté. Mais Abdelouab, peut-être est-ce que, parce que le régime craint qu'à travers des marches comme celle-ci, des manifestations pacifiques de citoyens, il y ait un autre déclic qui pourrait faire repartir le Hirak? Oui, mais le pouvoir, il se trompe d'approche. Déjà, il se trompe d'analyse, il se trompe d'approche. Depuis des mois, depuis le début de Hirak, le pouvoir a mis en avant une approche sécuritaire pour faire taire toute voix discordante, pour diviser le Hirak, pour en finir avec cette mobilisation populaire. Mais cette approche sécuritaire a montré ses limites. Depuis, ça fait plus de 2 ans, le pouvoir interpelle, emprisonne, ferme les médias, ferme les espaces publics, mais rien n'empêche les Algériens sont restés fidèles à l'esprit de Hirak, qui revendique d'une manière pacifique et organiser le changement du régime et instaurer un véritable état de droit et démocratique. Donc cette approche sécuritaire, au contraire, elle peut débloquer, il peut aller plutôt vers une autre explosion sociale. Parce que je dirais que tous les ingrédients d'une nouvelle explosion au niveau national, ils sont d'actualité. Donc sur le plan social, la société bouillonne, la cherté de la vie, le chômage. Sur le plan politique, le pouvoir n'a pas pu drainer le peuple algérien malgré des élections qu'il organise à sa manière. Il n'a pas pu attirer l'attention des Algériens. Donc tout ce replâtrage politique élargit davantage le fossé entre les Algériens, entre les citoyens et le pouvoir en place. Donc au contraire, c'est de cette manière qu'il peut provoquer d'autres mouvements sociaux au niveau national, et surtout nous sommes à la veille d'une rentrée sociale qui est vraiment, pour moi je la trouve nous sommes dans une situation très inquiétante sur tous les plans, et ça clignote sur tous les plans. Donc mais le Hirak, les Algériens. Abdelouab, le Hirak a été un mouvement profondément et exclusivement politique. Il n'y a eu aucune revendication d'ordre social ou socio-professionnel. Est-ce que vous ne craignez pas, si ça repart, mais dans le sens de revendications sociales, est-ce que vous ne pensez pas que ça ne pourrait pas être aussi harmonieux, aussi rassembleur que le Hirak? Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que le Hirak, ces revendications, certes, elles sont purement politiques, mais on ne peut pas les dissocier des revendications sociales et économiques. Les Algériens, c'est que durant le Hirak, ont mis le doigt là où il faut, parce qu'ils savent très bien que leur situation sociale ne peut pas la changer, ils ne peuvent pas l'améliorer sans qu'il y ait un changement politique. C'est pour cela que les Algériens, durant ce mouvement révolutionnaire du Hirak, ils ont pointé le doigt là où il faut, ils demandent un changement politique. Et à travers le changement politique, il peut y avoir bien sûr le changement sur le plan social et économique. Et aujourd'hui, effectivement, sur le plan social, ça bouillonne. Donc il faut s'attendre à des mouvements sociaux, des chômeurs, il faut s'attendre à des mouvements des travailleurs. Donc le défi aujourd'hui, c'est comment articuler, comment créer des jonctions entre tous ces dynamiques, tous ces mouvements au niveau national pour créer un rapport de force nécessaire sur le terrain. Pour cela, je pense qu'il est temps de faire un peu notre bilan de 3 ans de Hirak, parce que le retour des marches n'est pas une fin en soi. Le rejet des élections, soit les élections présidentielles ou le référendum autour de la Constitution, ou même les élections législatives passées, ou même les prochaines élections locales, n'est pas une fin en soi. Donc, c'est un moyen de pression. Donc, il est temps de réfléchir comment on peut articuler nos idées, créer des synergies, jeter des ponts pour donner une offre politique sérieuse, déjà pour ces millions d'Algériens qui sortent, pour leur donner espoir,
pour booster, donner notre dimension au Hirak. Et la nouvelle, je pense, démarche ou vision ou stratégie du Hirak doit englober tout, doit englober les revendications sociales, économiques et en même temps les revendications politiques. Abdouab Farsaoui, est-ce que ça s'est arrangé entre-temps à Harrata parce que Maghreb, Radio M plutôt, signale qu'il y a des affrontements entre les citoyens et la police à Harrata? Le dernier échange que j'ai avec quelques citoyens de Harrata, moi je suis à Itzmal, pas loin de Harrata, c'est qu'effectivement, en ce moment, le climat est encore tendu, il y a des émeutes. C'est regrettable ce que nous vivons aujourd'hui à Harrata, et j'appelle les citoyens de Harrata à garder le sang-froid et ne pas répondre aux provocations, parce qu'on sait très bien que le pouvoir maîtrise le terrain de la violence. Et Harrata, durant les 3 ans du Hirak, bientôt 3 ans, a donné une bonne image, une image d'un Hirak organisé, pacifique, qui n'a pas basculé vers la violence. Au contraire, le Hirak a tout le temps déjoué toutes les tentatives qui visent à basculer le Hirak vers la violence. Donc il faut qu'on soit prudent et vigilant et de ne pas répondre à la provocation. Et aussi le pouvoir, je pense, dans la situation actuelle, est le seul responsable de la situation à Harrata et même ce qui peut venir après. J'espère que la situation sera calmée, et aussi le pouvoir est interpellé plus que jamais à cesser sa politique répressive, son approche sécuritaire, cesser des harcèlements judiciaires et policiers contre les militants et contre les hirakistes. Actuellement, les citoyens de Harrata revendiquent, demandent et exigent la libération de toutes les personnes qui sont arrêtées aujourd'hui. Je considère qu'elles sont arrêtées d'une manière arbitraire parce qu'ils veulent tenir un rassemblement pacifique, organisé, sans qu'il y ait débordement. Merci. Ils assument la situation. Ils ont déjà assumé, ça fait presque 3 ans qu'ils organisent des événements d'une manière pacifique. Donc, la balle, elle est entre les mains du pouvoir en place. Il doit libérer les détenus, des personnes qui sont arrêtées pour et revenir au calme. Et surtout, j'insiste, mon appel d'être vigilant et prudent et de ne Abdelwahab pas Farsaoui, vers la violence. Merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Alors, mes chers amis, c'est le dernier tour de micro, mais il nous reste une dizaine de minutes quand même. Abdelwahab Farsaoui qui nous dit ce pouvoir est responsable. Peut-on imaginer une situation tragique dans le pays où le pouvoir n'est pas responsable? Il est responsable de tout. C'est à peine si on ne l'accuse pas d'avoir déclenché les tremblements de terre. Et tout à fait. C'est incroyable, puisqu'on lui impute les incendies, on lui impute des tas de choses, le terrorisme pédagogique. Vous avez vu, j'aimerais d'abord qu'on nous montre, si c'est possible, la photo du terrorisme de luxe qu'ils ont arrêté à Gizeh. Vous l'avez vu, cette photo? C'est un terrorisme de la jet set après Dahdoh. Lui... il est au maquis depuis 1994. Normalement, il est cramé, il est plein de peau, avec des cheveux dans tous les sens. Alors vous allez regardez-le. Entre Dahdoh et lui, c'est la lutte des classes. Mais c'est incroyable, c'est la jet set. Il a passé combien de 94 à... Ça fait bientôt 30 ans, 27 ans. 30 ans. Ils viennent de passer 30 ans dans les maquis. Et j'aimerais qu'on nous montre l'argent qu'ils ont trouvé sur lui. Vous allez voir des billets de banque en dollars, tout neufs sortis de la banque. Regardez, dollars, dinars, 500, des billets de 500 euros. Vous avez vu comme ils sont neufs, les billets? Ils sortent d'une banque. Voilà. Voilà. Donc, sinon, pour conclure cette émission... Juste rebondir sur ce que M. Farsaoui disait. Je comprends que le combat est difficile pour le concitoyen et ceux qui sont présidents d'associations, présidents de partis, mais il faut à tout prix qu'ils trouvent la partition entre eux pour essayer d'aller vers le cœur de cible, faire des propositions. C'est toujours, on va faire des propositions. Il y a eu des... Mais qui va faire les propositions? Tout le monde doit s'impliquer.
Tout le monde doit s'impliquer. Parce qu'il faut quand même il y a un appel qui doit être, me semble-t-il. Comment opérer, comment... Ah oui, pour le modus operandi, c'est eux qui se chargeront du modus operandi. Pour le moment, c'est comment cristalliser toutes les énergies, toutes les... Modus operandi plutôt que vivendi, pardon. Oui, c'est pas grave. Vous revenez de vacances. Ce qu'il y a, c'est que pour le mode opératoire, pour le mode opératoire, il n'y a pas de souci, mais lancer l'idée autour de quelle thématique. Il y a des thématiques sur lesquelles, par exemple, regardez, encore du commentaire, excusez-moi, on est désolé de le faire. Le haut comité de sécurité, le haut conseil de sécurité. D'abord, c'est vrai que c'est une institution. C'est un organe consultatif. Mais c'est un organe qui n'est pas délibérant. C'est lui qui a acté que le MAC et Al-Achad étaient... Et c'est lui qui finalement s'improvise bureau politique. Mais de qui? Le problème, c'est ça. Et deuxièmement, tant que l'opposition ne prend pas la mesure que le vrai combat démocratique et politique se situe avec le cœur nodal du pouvoir, c'est-à-dire l'armée, rien ne pourra arriver. Maintenant, comment le faire, Brahim, juste parce que pour moi, ça a l'air d'être très important. Ce que je veux dire, toute prétention mise de côté, c'est que l'armée, pour le moment, à travers, encore une fois, l'article 30, alinéa 4, je vous en ai parlé il y a quelques jours, s'est emparé de l'État son contrôle démocratique. Oui. Et c'est là le drame légalement, elle a le aussi. droit de se mêler de tout. Oui, évidemment. Parce que, alors, dans ce cas-là, que les associations, on ne va pas attaquer l'institution militaire dans l'État où est le pays, on parle du commandement militaire, ceux qui nous ont imposé le choix politique du chemin constitutionnel après la démission de Bouteflika. Ceux-là doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes sur tout. Surtout sur tout ce qui s'est passé, dont la mauvaise gestion du Covid, dans les incendies. Ça ne peut pas passer à l'as. C'est fini tout ça. Et puis, à la limite, quand vous voyez le président de la République, ça fait 2 ans, même pas le cahier des charges des importateurs d'automobiles, ce qui est un détail pour moi, pas de modèle économique. Les associations disent, où est le bilan financier? Vous avez tiré combien de milliards de dinars pour la planche à billets? Sans ça, c'est des contrefacteurs, ils nous fabriquent de la fausse monnaie. Alors, juste pour terminer, après je ne parle plus, Brahim, je te promets. Cette reprise, elle est sympathique. Ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est, vu l'incompétence du gouvernement, vu le manque de charisme du président de la République, qui a été peut-être un bon wali, un bon ministre, mais il n'est pas taillé pour le job de président de la République. C'est bon? Oui, il n'est pas taillé pour le job. Vous pensez qu'il est taillé pour un poste de ministre? Non, il a été ministre, il a été wali. Oui, il a été un mauvais ministre, un mauvais wali. Non, mauvais wali, je ne peux pas dire, mais bon... Dis-moi de l'avis de ses amis. J'ai eu à travailler avec lui dans le cadre de la marche du 10 mai. Enfin, peu importe, là, c'est un... Ce que je veux dire par là... Moi, je crois qu'ils l'ont choisi parce qu'il est très mauvais. Non, mais c'est pas ça. On peut être mauvais et apprendre. Mais là, quand vous l'entendez avec le panel de journalistes obséquieux, devant lui, il n'a rien, il n'a pas de parcours politique, c'est pas un homme politique au sens stricto sensu, il n'a pas fait d'appareil, il n'a pas de charisme, il est esselé, il n'a pas de parti autour de lui, il n'a pas de société civile autour de lui, il n'a rien. Et comment il fait? Ça relève du miracle. Eh bien justement, ça relève du miracle, avant de donner la parole à Brahim aussi. Écoutez bien, hein, quand je vous dis il est mauvais. Hein. C'est la dernière réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Hein. Je cite exactement, c'est eux qui ont dit ça, c'est leur propre terme, d'accord? Écoutez bien, parce que consolidation de l'état de droit, parmi les points. Un vaudeville. Alors, ils veulent consolider l'état de droit. C'est-à-dire, ils sont en train de nous dire, nous avons un état de droit, mais nous devons le consolider un peu. Attendez. Modernisation de la justice et renforcement de son indépendance. Renforcement de l'indépendance de la justice. Et c'est tout comme ça. Oui, pardon. Mais attendez, par exemple, un autre. Mais c'est tout comme ça, il y a une trentaine de points. Hein. Alors, écoutez bien, un régime qui ne sait pas gérer les liquidités. La monnaie nationale, dont il a voulu lui-même que 70% de la masse monétaire est entre les mains de trabendistes, tout à fait. Qu'elle est thésaurisée, qu'elle ne rentre pas dans le circuit bancaire. Formel, oui. Alors, pour aider l'économie, écoutez bien ce qu'ils disent. Dans un système qui ne maîtrise même pas sa monnaie.
et qui passe son temps à fabriquer de la fausse monnaie, la planche à billets. C'est ce que j'ai dit. Alors écoutez ce qu'ils disent. Un bilan est nécessaire. Modernisation du système bancaire et financier, réforme du secteur public marchand et consolidation de la gouvernance des entreprises publiques. Encore un peu, vous y croirez. Vous voyez, donc, quand je vous disais que... 2 ans après. Ouais. Alors, Brahim Younes. Ça relève de la... Moi, je reviens au sujet que nous avons traité tout à l'heure. C'est que le pouvoir est en train de jouer, me semble-t-il, sur 2 choses. Et d'ailleurs, il appuie là où ça fait mal. Sur les appartenances exclusives. Et là, on peut dire que quelque part, il est en train de faire une petite percée. J'espère qu'on va l'arrêter. Voilà. Et sur ce que je pourrais appeler, et ça c'est dangereux, en tout cas à mes yeux, je le vois place de la République et je le constate de loin et je lis un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux, ce que je pourrais appeler les normes de reconnaissance. Ça c'est quelque chose qui me paraissent, c'est des choses qui me paraissent très dangereuses pour cette révolution. Mais Dieu merci, c'est des minorités qui sont dans les appartenances exclusives. Chacun d'entre nous a ses appartenances et ses sentiments d'appartenance. Et nous avons tous des niveaux. De les appréhender, voilà, c'est surtout des niveaux d'appartenance, c'est clair. Mais il y a des appartenances qui sont exclusives. Et ça, c'est extrêmement dangereux et le pouvoir joue là-dessus. De plus en plus, il est en train de jouer sur... Vous faites penser à ce titre de Amin Malouf, les identités meurtrières. Voilà, ça y ressemble un petit peu. Ouais. Donc il joue là-dessus. Quand Farhat Mhenni, et ce sera la dernière question, et je vous demanderai de répondre assez rapidement, parle de complot de génocide contre le peuple kabyle. Et qu'après la question du journaliste qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Il n'y a pas de génocide. » Son avocat dit « Si, il y a quelques éléments constitutifs. » Sachant qu'un élément, entre autres, un élément constitutif, un génocide ne peut être perpétré que contre une communauté, en fonction de sa religion, ou de son ethnie, ou de son identité, ou de sa langue. Donc c'est un élément constitutif, mais il existe dans le monde entier. Sur ça, moi, je le MAC qui... Je ne sais pas comment il a qualifié ça, et pourquoi il a qualifié ça de génocide. Il en a parlé à plusieurs reprises dans sa conférence de presse. Franchement, je n'ai pas écouté. Moi du non tout. plus, je ne l'ai pas entendu. C'est la première fois. Ça peut être un excès excès de langage. À partir du moment où M. Mhenni est dans la direction de l'indépendance, il a son discours, il a théorisé son discours, il a ses éléments de langage, donc il ne faut pas être à la limite choqué. C'est un mouvement indépendantiste. Par contre, si, à part, il faut le dire, l'histoire du drapeau, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Mais pour le reste, il dit police coloniale. Dans son discours idéologique, il l'a construit de cette manière-là. Il n'y a pas de souci. Mais lui, il vous dit, l'Algérie ne m'intéresse plus. Moi, je veux la Kabylie. Donc, c'est pour ça, rappelez-vous, Ouahira, qu'il était très présent au début sur la place de la République. Après, il s'est dit, non, finalement, c'est une erreur. Mais on a l'impression et je vous donne la parole, on a l'impression que lui est une aubaine pour le régime, qui se sert de lui, mais d'une manière absolument incroyable, et que le régime est une aubaine pour Farhat Mhenni, qui vraiment surfe sur la vague. Ouais, tout à fait, on a cette impression d'utilité réciproque. Il y a des éléments aussi qui infectent, qui surinfectent une situation identitaire où il y a, excusez-moi, il y a eu la manipulation, des éléments symboliques liés à l'identité depuis longtemps. C'est des frustrations accumulées qui arrivent à ce que des gens dérivent. Moi, ce qui me rassure, qui ne me rassure pas, j'observe qu'aucun, maintenant ça reste à l'échelle individuelle, et des petits racistes à dessous, il y en a partout. Bien sûr. Et il y en a aussi du côté kabyle. C'est pas là le souci. Bien sûr. Moi, je m'inquiéterais quand des dirigeants politiques connus ou des personnalités politiques connues adoptent un discours raciste et un discours pouvant entraîner des événements que l'on ne souhaite pas. Ça, oui, là, à ce moment-là, le pouvoir aura peut-être réussi son coup. C'est pour ça qu'il faut être vigilant
Et en plus de ça, M. Benchenouf, il faut être vigilant d'abord pour le problème kabyle. Je ne dis pas qu'il a été instrumentalisé par les Marocains ou par... peu importe. Mais c'est que moi, j'attends l'éditorial d'El Jaish qui va sortir dans 2-3 jours. Il y aura un indicateur. Pour moi, ce sera un indicateur. Si il déclare les frontières ouest comme étant des zones militaires. Ça, il faudra... C'est pas la revue Le Jige qui le dira. Il reprendrait la nouvelle qui aurait été décidée. Moi, je pense qu'il commencerait par El Jaish. Peut-être qu'ils vont lancer un ballon sonde. On ne sait pas de quelle manière ça va prendre forme. Voilà. Brahim Younsi, le mot de la fin. Ah, tu as toujours le mot de la fin. Oui, c'est ça. Merci. Je crois que, de la part, bien sûr, c'est sa sémantique. Mais sincèrement, je ne crois pas que le pouvoir est un projet génocidaire contre la Kabylie. Ça se saurait. Ça se saurait. Je crois que ça pourrait décrédibiliser le discours. Je crois qu'il ne faut pas être excessif, trop excessif. Il y a trop de malheurs. Pour en inventer qui n'existe pas. Malheur, trop de douleur aussi. On sait que, oui, la décennie rouge, noire, appelons-la comme on veut. Oui. On évalue les morts à 250 000. On n'est pas prêt à revivre ça, Brahim. Nous avons parlé lundi dernier des disparus, des disparitions forcées. C'est entre 25 000 et 30 000. Les déportations dans le sud, etc., etc. Ça veut dire que ce pouvoir a commis déjà des crimes, et des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il ne s'est rien refusé. Bon, ouais. C'est clair. Il ne s'est rien refusé. Alors, me semble-t-il, nous qui avons vécu tout cela, qui avons eu des camps différents, tous les deux. Oui. Vous avez eu un frère qui a été enlevé, oui, j'en ai parlé. J'ai déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale. Le dossier avait été accepté par la Cour pénale internationale. Je sais qu'il y a eu des interventions. Je sais qu'il y a eu des interventions. Sauf que la procureure, Mme Bensouda, m'envoie une lettre pour me dire qu'il y a un problème de rationné temporis. Votre frère a été arrêté en 1994. Vous intervenez 20 ans après. J'interviens avant de tracer le droit. 20 ans après, on a su qu'il a été assassiné. Donc c'est là où on intervient. À dépôt. Ouais, tout à fait. Et je sais que j'avais même pris contact avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça n'a pas abouti, parce qu'il y a eu des interventions Vous imaginez la douleur de certaines puissances. Ce type d'expérience. C'est dire que... Mais ça, c'est un cas. C'est ça. C'est des milliers de cas. Au moins 20 000. Au moins 20 000. C'est des milliers de cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà un précédent avec ce pouvoir qui a commis des crimes effectivement contre l'humanité, mais je ne dirais pas qu'il allait vers le génocide. Voilà, exactement. Eh bien, mes chers amis, content de vous retrouver. J'espère que le Hirak reviendra, ou la révolution, comme le dit Brahim Younsi, comme d'habitude, pacifique, apaisé, fraternel, que les haines s'éteindront à jamais et que l'amour, la solidarité, l'union, la fraternité seront les sentiments qui nous feront renaître dans une Algérie nouvelle, dans une Algérie heureuse.